interpelle les chefs d'État des pays de l'Afrique sur cette décision unilatérale du président de la CAF. Les détails également dans cette édition. Messieurs, dames, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt, au seuil du Nouvel An, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, comme d'habitude, a prononcé son discours traditionnel à la nation dans une adresse de 18 minutes 30 secondes. Le président de la transition, tout en saluant la résilience des Maliens, les efforts des forces armées, il a rassuré de l'engagement de son gouvernement à faire du pays un pays émergent où il fait bon vivre. Motivé par cette envie, il a décrété l'année 2026, année de la consolidation, de la conquête du bien-être et du progrès. Youssouf Koulibaly nous en dit plus. Comme on pouvait s'y attendre, le président de la transition, dans son discours à la nation, a rappelé les difficultés de 2025 et salue la résilience des Maliens. L'année 2025, dont nous vivons les derniers instants, a été une année de preuve, notamment sur les plans énergétiques et économiques. Elle a également été une année de vérité, celle qui révèle dans l'adversité le patriotisme et la résilience indéfectible des Maliennes et des Maliens. Depuis plusieurs mois, notre pays subit d'importantes perturbations dans son approvisionnement en carburant, consécutives à des attaques répétées contre des convois vitaux. Parallèlement, une campagne de désinformation a tenté d'installer le doute, la peur et la division. Elle n'a fait que renforcer notre prise de conscience collective et consolider notre dynamique de résistance. En ces instants solennels, je salue la bravoure de nos opérateurs économiques, de nos chauffeurs et de leurs apprentis, qui, au péril de leur vie, ont assuré le ravitaillement du pays. Je félicite nos forces armées et de sécurité, ainsi que le gouvernement, pour la coordination de la réponse nationale ayant permis d'éviter des ruptures majeures de carburant. Pour 2026, la dynamique des souverainetés et la paix durable seront maintenues pour espérer le progrès tant attendu par le Mali et les autres pays de l'AES. Nous abordons l'année 2026 avec une ligne de conduite, celle de consolider la souveraineté et de bâtir une prospérité partagée. La paix durable demeure la condition première de tout progrès. C'est le sens du combat héroïque mené chaque jour par nos forces armées et de sécurité contre le terrorisme et le crime organisé. Et cette dynamique dépasse nos frontières nationales. Avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, nous avons franchi une étape déterminante avec l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES et la mise en place d'un dispositif opérationnel coordonné. Face à l'ennemi commun, notre solidarité s'est traduite en actes. Protéger nos peuples et défendre notre espace commun. Le président a aussi rassuré de l'engagement d'une nouvelle phase DDRI pour consolider la paix. Nous savons aussi que la paix véritable ne s'impose pas, elle se construit. Elle exige la vérité, le dialogue et la confiance entre Maliens. L'adoption de la charte pour la paix et la réconciliation nationale marque une étape décisive, celle d'un processus de paix endogène porté par notre volonté collective. Dans ce cadre, une nouvelle phase du programme du DDRI a été engagée avec un recrutement spécial et la réinsertion des milliers d'ex-combattants, notamment à Ménaka, Kidal, Mopti, Ségou, Gao et très prochainement
Tombouctou. Assimi Goïta a rassuré le peuple malien de son engagement à maintenir la pression contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il a aussi promis l'ouverture des concertations pour l'avant-projet déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités politiques. La justice et la gouvernance vertueuse demeureront au cœur de notre projet national. La lutte contre la délinquance économique et financière, la corruption et l'impunité n'est pas une option. Elle s'impose comme un devoir. L'année 2026 ouvrira les sentiers des concertations nécessaires autour de l'avant-projet de loi déterminant les conditions de formation et d'exercice des activités des partis politiques, prévu à l'article 39 de la Constitution. La création d'emplois des jeunes, la modernisation de l'administration, la résilience économique, la crise énergétique, la formation professionnelle, la santé sont autant de sujets évoqués par le président de la transition dans son adresse à la nation. S'agissant de l'actualité sur le plan sécuritaire, à cet effet, dans le cadre de lutte contre le terroriste sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont mené plusieurs opérations dans différentes localités du pays. Ces opérations, selon un communiqué de l'état-major général des armées, en date d'hier 31 décembre 2025, ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et détruire leurs équipements. Les détails avec Taïrou Mali. En effet, dans un communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale du bilan des opérations menées par des FAMA le 30 décembre 2025 dans plusieurs localités du pays. Lors d'une mission de reconnaissance dans la zone des Fana, les vecteurs aériens ont détecté une trentaine de terroristes sur des motocyclistes en mouvement vers la forêt de Soussa. Le groupe armé terroriste a été ciblé et neutralisé dans une forêt au nord de Falako. Et le bilan fait état d'une trentaine de terroristes neutralisés et des motos détruites. Dans la zone de Kidal, au cours des opérations de contrôle territorial, des éléments terroristes ont été repérés dans leur tentative de se dissimuler afin de perpétrer des actes criminels à Damazerakan. Une frappe de précision a permis de neutraliser les groupes terroristes ainsi que leurs moyens logistiques. Toujours dans la région de Kidal, dans un effort pour déjouer la surveillance des FAMA, les terroristes ont essayé de dissimuler un véhicule pick-up à l'ouest de Tel Abid, au nord-ouest de Kidal. Après un examen minutieux, il a été frappé avec succès et l'explosion qui a suivi met clairement en évidence la présence d'explosifs à l'intérieur du dit véhicule. Par ailleurs, dans la région de Tombouctou, une mission de surveillance aérienne a repéré et frappé des terroristes au sud d'Atara avec un bilan de plusieurs terroristes neutralisés et des équipements détruits. Dans la région de Mopti, un groupe armé terroriste a été neutralisé avec succès au nord-est de Numbozo et un deuxième au nord de Diafarabé. Par ailleurs, la digitalisation des services publics au Mali se poursuit dans le secteur sanitaire. En effet, et pour preuve de cette innovation, l'introduction du paiement électronique et de l'affichage des tarifs dans certaines structures sanitaires. Suivant ce reportage de Abdrahman Diamouteni et Gabriel Keita à cet effet. Dans le cadre de la digitalisation des services publics initiée par le gouvernement, des structures de santé ont introduit le paiement électronique et l'affichage des tarifs de leurs prestations, contribuant à diminuer les files d'attente et à résoudre les problèmes de monnaie. Les autorités sanitaires affirment que ces mesures s'inscrivent dans une dynamique de renforcement du système de santé dans sa globalité. Pour éviter les files d'attente, pour mieux encore éviter les discussions autour, bien entendu, des jetons, des retours, etc. Et encore pour tracer le circuit surtout du malade, c'est ce qui est très important en matière de santé. C'est là que nous avons digitalisé un tout petit peu, non seulement les guichets, nous n'avons pas totalement fini, nous allons le faire, ça fait partie de nos objectifs, rendre disponibles les tarifications, digitaliser les paiements, mais encore digitaliser le circuit des malades. Cela est très important parce que ça fait partie de nos critères d'évaluation et de nos critères de qualité des services. À l'hôpital du Mali, une structure de santé très fréquentée de Bamako, le paiement électronique et l'affichage des tarifs sont déjà en vigueur depuis plusieurs semaines. Pour faciliter l'accès aux soins aux usagers,
amoindrir les files d'attente au niveau des guichets et la prise en charge rapide des patients. L'affichage des tarifs, c'est pour une meilleure transparence des tarifications. Pour sensibiliser davantage les patients sur ces nouvelles mesures, une équipe du service social de l'hôpital s'active chaque jour au niveau du service des entrées. On informe les patients par rapport à l'affichage de tous les prix. Le paiement électronique et l'affichage des tarifs ont apporté des améliorations tant dans la prise en charge des patients que dans les relations entre les patients et les personnels de santé qui connaissaient auparavant de petites tensions. Il y a moins de disputes et moins de files d'attente très longues et nous savons encore une fois que réellement nous pouvons tracer en tout cas le circuit des malades et la gestion est devenue transparente. Les patients sont ravis puisqu'ils voient rapidement leur médecin, leur prise en charge se fait en un laps de temps. C'est une rapidité et les files d'attente sont moins maintenant. Le patient à l'avance, il sait déjà quel montant je dois payer à la caisse et quel montant le caissier doit me retourner. Ça a été vraiment un grand apport. Ces innovations sont appréciées par les usagers, même si certains d'entre eux ont des difficultés avec le paiement électronique. Dans le monde actuel, se promener avec de l'argent dans sa poche, ce n'est pas prudent. Le premier avantage est que tu gardes ton argent dans ton téléphone. Une fois à l'hôpital, tu payes. Nous, les personnes âgées, nous ne devons pas nous promener avec de l'argent dans nos poches. Quand tu arrives ici, les tarifs sont affichés. C'est la transparence. Le paiement électronique est très important. Parfois, il n'y a pas de monnaie, mais si le paiement se fait par téléphone, c'est très bénéfique. Si les prix sont affichés directement, cela évite les disputes entre les patients et le personnel de santé. Pour faire le paiement électronique, ça demande un certain niveau d'études. Certaines personnes seront obligées d'être aidées par d'autres personnes. Au vu des avancées obtenues et de la satisfaction des usagers, le ministère de la Santé et du Développement social rassure que ces innovations seront étendues à toutes les structures de santé du pays, des hôpitaux jusqu'aux centres de santé communautaires. À présent, l'actualité sur un tout autre plan. Il s'agit de l'un des plus vieux métiers du monde et dans notre pays de façon singulière. En effet, il s'agit de la forge. Dans sa pratique dans notre pays, il connaît de plus en plus de changements, mais des changements sans effet sur la qualité des produits majeurs. Entre modernité et tradition, les forgerons défient la concurrence de l'importation. Moussako Mantala Ouattara nous en disent plus. La forge traditionnelle semble avoir cédé la place à des machines plus modernes. Nous sommes au marché de Médine, connu sous le nom de Sugunukura, où on va à la rencontre de Alou Dambélé, fils de forgeron et héritier de son père. Il dit exercer ses métiers depuis une dizaine d'années. Juste derrière avec ses collègues, il va nous expliquer plus les changements introduits dans ces métiers durant ces dernières années. La forge traditionnelle qui est manuelle a été actuellement remplacée par une forge moderne qui marche avec le courant dans les panneaux solaires et c'est ce que j'utilise. Il y a même eu du changement par rapport au design des marmites et aujourd'hui nous pouvons en faire comme celles qui sont importées. Au Mali, l'histoire de la forge remonte au moins au XIe siècle. Selon des découvertes archéologiques dans les pays Dogon qui ont attesté la présence des ateliers de sidérurgique. Ces métiers ancestrales pratiqués autrefois par une classe de la société appelée Noumou étaient essentiels à la société. Les forgerons mettaient à la disposition des communautés les outils agricoles, les armes et les objets domestiques. La pratique de la forge est transmise de génération en génération par l'oralité et la pratique. Aujourd'hui, la forge ne se pratique plus seulement par les forgerons. Les métiers se modernisent et sur le marché, les Maliens ont choix entre les objets fabriqués localement et ceux importés.
Nos fabrications locales sont plus sollicitées sur le marché que celles importées. Je pense que cela est dû à la cherté de ces ustensiles venus d'ailleurs. Bien évidemment qu'il existe une différence entre ceux qui sont fabriqués chez nous et ceux qui sont importés. En matière ustensiles de cuisine, les femmes ont leur préférence. Les marmites qu'on utilise ont été utilisées par nos parents et c'est ce que nous mettons dans les trousseaux de mariage de nos enfants. Elles nous facilitent la cuisine car nous y sommes habitués. Même si on achète celles importées, on les utilise rarement. En attendant l'industrialisation, la forge traditionnelle a encore de beaux jours devant elle. Et à présent, nous ouvrons une page sport dans cette édition. À cet effet, dans une annonce qui pourrait redéfinir le paysage footballistique africain, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a dévoilé samedi dernier un changement radical concernant la périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations. À partir de l'édition 2028, le tournoi continental se tiendra désormais tous les 4 ans au lieu de 2, marquant ainsi la fin d'une tradition vieille de plusieurs décennies. Est-ce une bonne chose pour les pays africains? Point d'interrogation. Le président de l'association des journalistes sportifs d'Afrique, Abdoulaye Thiam, s'est prononcé sur la question. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Maliki Diallo, Djelika Guindo. Suivons. Écoutez, nous sommes en train, je suis obligé de répondre à la question, même si nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'AIPS Afrique pour donner une position officielle. Mais moi, personnellement, je suis surpris d'abord du fait que je n'ai entendu aucun commentaire d'un seul président sur les 54 qui dirigent les fédérations nationales africaines, pas un seul. On m'a fait comprendre qu'il n'y a que le secrétaire général du Burkina Faso qui a fustigé cette décision que moi personnellement je fustige. Deuxièmement, je n'ai pas entendu une seule voix discordante venant du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Troisièmement, je n'ai pas entendu un seul membre sur les 6 qui représentent l'Afrique au niveau du Conseil de la FIFA fustiger cette décision parce qu'elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pourquoi? Parce que tout simplement, organiser une CAN tous les 4 ans, c'est réduire davantage les possibilités qui s'offraient en Afrique de disposer des infrastructures dignes de ce rang, qui répondent aux normes de la FIFA et aux exigences de la CAF. Si le Mali a eu 6 stades ou 4 stades flambant neufs, c'est parce que le Mali avait organisé la CAN en 2002. Au Mali, au Sénégal, tout est prioritaire. Il y a certaines villes qui ont besoin de forage. Si vous retrouvez dans cette situation, on ne vous confie pas l'organisation d'une Coupe du Monde, vous allez penser à autre chose que de construire des stades. C'est pourquoi la politique de Issa Hayatou était de rester sur la période et la périodicité. C'est extrêmement important pour l'Afrique au sud du Sahara. Je rappelle qu'en 2022, 62 matchs en Afrique au sud du Sahara ont été organisés au Maroc, ce qui constitue une honte pour l'Afrique au sud du Sahara. Ce n'est pas sérieux que les chefs d'État africains ne fassent absolument rien pour que leur peuple puisse regarder leurs équipes nationales dans leur pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, mais on ne faut pas quand même oublier, en 2019, Gianni Infantino lui-même, il voulait organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que c'est une question de blé, c'est une question d'argent. Qu'on ne se trompe pas. La première rentrée de fonds en Afrique, au niveau du football africain, c'est la CAN. La CAF ne peut pas compter sur la Ligue des Nations, ne peut pas compter sur la Ligue des Champions, ne peut pas compter sur autre chose. Elle ne peut compter que sur la Coupe d'Afrique des Nations pour renflouer ses caisses et aider les associations membres. C'est une décision que je ne comprends pas du tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour interpeller les chefs d'État africains à l'unanimité. Parce que le football en Afrique, ce n'est pas une histoire de fédération. C'est une histoire de chefs d'État, c'est une histoire des États. Au Mali, peut-être Mamoudou Touré va envoyer l'enveloppe dans l'urne. Au Sénégal, peut-être qu'Abdoulaye Fall ou avant lui, Augustin Senghor va envoyer l'enveloppe dans l'urne. Mais celui qui dit que tu votes pour Gianni Infantino, il s'appelait Macky Sall et aujourd'hui il s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est ça la vérité. On ne peut pas laisser notre football mourir de sa belle mort. Passer de 2 ans à 4 ans, c'est tuer le football africain. Et je terminerai par la Ligue des Nations. La Ligue des Nations, ça signifie, encore une fois, qu'on ne va plus jouer contre la France, qu'on ne va plus jouer contre le Brésil, qu'on ne va plus jouer contre l'Argentine. On va jouer entre nous et en date FIFA. Les dates FIFA, c'est ça que nous allons exploiter. D'ailleurs, et ce qui est le plus étonnant, et personne ne semble l'avoir relevé,
à la fin de la conférence de presse de Patrice Motsepe, qui vient de l'Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit je remercie les membres du comité exécutif de la CAF. Il n'a pas dit je remercie les membres du conseil de la FIFA. Il a dit je remercie Gianni Infantino et son secrétaire général Mathias Gastrom. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Moi, je suis vraiment sidéré de voir que tout le monde est là. Aucun Africain ne proteste. Les seuls sélectionneurs qui ont osé se prononcer sur cette question-là, ce sont des sélectionneurs européens. C'est Claude Leroy, c'est Ror, l'entraîneur du Bénin, c'est Habib Bey, qui est sénégalais mais qui est établi en France. Je n'ai pas entendu une seule voix discordante. Ça, ce n'est pas l'Afrique. Et nous restons dans le même cadre. À cet effet, la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Maroc jusqu'au 18 janvier prochain suscite un engouement médiatique à l'échelle internationale qui bat tous les records. Témoignage de l'intérêt considérable pour cette compétition continentale et son attractivité de plus en plus croissante. Nos envoyés spéciaux se sont intéressés à ce sujet. Suivons leurs trouvailles. Avec plus de 3500 journalistes accrédités provenant du monde entier, ce chiffre est révélateur de l'important intérêt international engendré par la Coupe d'Afrique des Nations de football et de l'enjeu médiatique majeur que représente la présente édition, organisée avec brio par le Maroc. Je suis satisfait de la performance des journalistes qui sont accrédités ici. L'écrasante majorité est composée d'Africains. Donc, dans le rôle de collecte, de traitement et de diffusion d'informations, il n'y a absolument rien à dire. Ceux qui sont restés dans les pays ont pu suivre à temps réel l'ensemble des activités des équipes nationales des 24, des séances d'entraînement, des conférences de presse dans les zones mixtes, un peu partout. On se réjouit pour la première fois d'une participation très importante des journalistes sportifs. Je pense que c'est tout à fait normal. Quand on dit le sport, ça rime avec ouverture d'esprit. Donc aujourd'hui, on a vu les sports féminins commencent à tendance à être beaucoup plus valorisés. Donc on est obligé d'avoir des journalistes féminines aussi qui viennent représenter ces disciplines sportives, qui viennent s'impliquer et s'imprégner. Donc pourquoi pas nous femmes s'impliquer et montrer que le ciel est la limite. Il n'y a pas de limite pour nous les femmes. Dès qu'on veut, on peut le faire. Je suis ravie d'être ici la CAN au Maroc et avec mes collègues africains. Soyez le bienvenu. Cette belle expérience, elle était magnifique. Avec de l'organisation, avec les collègues africains. Et j'espère que la CAN, cette année, va gagner le Maroc. Reste la coupe ici, pourquoi pas. C'est une excellente chose parce qu'elles finissent par prouver que ce que les hommes sont capables de faire, elles sont capables de le faire 2 fois plus. Et je les encourage encore davantage et je demande un peu plus que ça soit dans les associations nationales de faire la promotion des femmes. Toutefois, cet engouement médiatique est quelque peu terni par les difficultés rencontrées par les médias pendant la phase des poules, notamment au niveau du transport interville. C'est-à-dire que si vous voulez quitter Tanger pour aller à Rabat, il y a des bus qui sont prédisposés pour transporter des journalistes. Si vous voulez quitter une autre ville, que ce soit Fès, pour aller à Marrakech, idem. Malheureusement, pour cette fois-ci, on ne l'a pas constaté. Or, on l'avait vu au Cameroun, on l'avait vu en Côte d'Ivoire. Donc, je pensais qu'on allait rester dans cette dynamique-là pour pouvoir aider davantage les journalistes à être dans d'excellentes conditions de performance et de séjour. En plus de 3500 journalistes qui couvrent cette 35e édition, la CAN s'est assuré une diffusion planétaire des retransmissions en direct sur les chaînes aux 4 coins du monde. Cette embellie est concrétisée par Channel 4 qui a scellé un accord avec l'instance fêtière du football africain portant sur la diffusion pour la première fois au Royaume-Uni de l'intégralité des matchs de la CAN. Et nous restons sur la même lancée. Portrait d'un supporter pas comme les autres. En effet, pendant la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, il y a des supporters qui ne passent pas inaperçus. Leur amour, leur courage et leur détermination à accompagner leur pays en témoignent. Et Abdoulaye Seydi en est un exemple parfait. Ce supporter sénégalais, malgré son handicap, a décidé de se déplacer au Maroc pour supporter son pays, le Sénégal. Et nos envoyés spéciaux l'ont rencontré lors de la rencontre Sénégal-Bénin à Tanger. Nous vous proposons de l'écouter avec la traduction de sa grande sœur. Je suis venue pour les Lions du Sénégal
pour les supporter aussi, parce que depuis tout petit, il les suit. Voilà, c'est ça. Pas mal pour un début. Et il voit que les Lions s'accrochent pour une deuxième étoile. Bien sûr, oui, vous avez vu. Il le pense, pourquoi pas, voilà. Toi, qu'est-ce qui manque à l'équipe? Rien du tout, il dit rien, ils ont tout ce qu'il faut. Chris. Ouais, il était un peu déçu. Aussi, c'est du foot, hein? Ouais, c'est ça. Oui, il a adoré le Maroc, c'est la deuxième fois, voilà. Ah, les Maliens, bon, ils se débrouillent pas mal quand même. Et voilà, on les supporte aussi parce que c'est notre deuxième pays, le Mali. Et on les encourage encore pour la suite. Et voilà, messieurs, dames, c'est donc sur ces images pleines d'émotions que prend fin cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Au nom de l'ensemble de l'équipe, un grand merci à vous de l'avoir suivi. À suivre votre édition en langue nationale Bambara à partir de 20h. D'ici là, excellente suite de programmes sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre.